Bah, enchantée en tout cas et très contente d'être là avec vous ce matin. Donc je vais effectivement me présenter parce que bah, ma présentation fait intégralement partie de ce que j'ai à vous raconter en fait sur le fond. Donc Catherine Teta, moi je suis ancienne DRH. J'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines, notamment dans des grosses boîtes du CAC 40 pendant 20 ans. Et je suis devenue coach de cadres et de dirigeants, d'équipes de direction il y a une dizaine d'années maintenant, donc à l'étranger et puis en France. Voilà, donc beau parcours sur le papier. J'ai pris l'habitude depuis quelques années, quand je me présente, de dire que je suis comme une pièce de monnaie, comme nous tous en fait. Mais moi, je l'ai découvert, j'ai mis un peu de temps à le découvrir. Une pièce de monnaie avec un côté face, un côté pile. Donc le côté face, c'est celui dont je viens de vous parler, la carrière toute tracée entre guillemets, en quête ex-athlète de haut niveau, classe préparatoire, belle trajectoire sans faute, identifier cadre à potentiel dans une grosse entreprise, etc., etc. Jolie carrière, tout va bien. Et puis, bah, côté pile, c'est le côté qu'on voit pas, le côté beaucoup moins glorieux, le côté que vous ne pouvez pas deviner si je ne vous en parle pas, mais dont je vais vous parler aujourd'hui. Le côté pile, c'est une surdité progressive qui est arrivée dans ma vie quand j'avais 40 ans. Donc difficulté d'audition dégénérative, héréditaire, c'est dans la famille et malheureusement je savais que potentiellement un jour ça pouvait m'arriver, mais comme ça ne frappe pas tout le monde systématiquement dans la famille, voilà, je me disais qu'avec un peu de chance j'allais y échapper, et ben non. Et donc c'est arrivé à 40 ans, ça a commencé à 40 ans, au moment où je partais en expatriation. Donc vous voyez le topo, femme au Moyen-Orient, membre d'un comité de direction. Et je me suis enfermée dans ce truc de oh, mais je peux pas le dire, je peux absolument pas avouer que j'ai ce handicap, ou que j'ai cette fragilité, que j'ai cette difficulté qui me limite, parce qu'on attend de moi que je sois parfaite, parce qu'on attend de moi que je sois incassable, parce qu'on attend de moi que je sois exemplaire, parce qu'on attend de moi que, etc. Donc il y avait à la fois mon logiciel intérieur, hein, très clairement, mon ego, qui avait du mal à accepter cette réalité, et puis mon logiciel intérieur de bah, tu as été formaté pour performer, faire des compétitions, réussir, être une battante, etc. Donc tu prends sur toi, tu verrouilles tout, ça va bien se passer. Et puis bah, l'environnement et les injonctions que j'avais complètement intégrées pour le coup de encore une fois de performance, de rentabilité, d'efficacité, de voilà tout ce qu'on attend de nous dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Si bien que j'ai fait le choix. Alors sciemment, je pense que dans un premier temps, l'idée c'était vraiment, en fait, c'était du déni absolu, c'est-à-dire ça ne peut pas m'arriver, certainement pas à ce moment-là. Donc je fais comme si c'était pas là, je mets ça de côté. J'ai mis quand même 2 ans à me faire appareiller, donc vous voyez pas, mais j'ai les appareils des deux côtés. Je suis pas complètement mytho quand je vous dis que je suis sourde, c'est vrai. Et je vous ai en Bluetooth en l'occurrence dans les oreilles, donc normalement je vous entends correctement si on échange tout à l'heure. Voilà, donc 2 années de déni complet, et puis bah, je me suis fait appareiller parce que clairement j'avais plus le choix. Quand on est DRH, donc, vous savez, les gens ils rentrent dans le bureau, c'est le bureau des pleurs, donc ils rentrent pour raconter tout leur malheur, ils baissent d'un ton en général pour être sûr que les autres n'entendent pas, parce que moi je me disais bah votre secret va être bien gardé, parce que moi non plus je l'entends pas, mais je peux pas vous le dire, en tout cas je ne souhaite pas vous le dire. Et puis, bah, au bout de 2 ans, je me fais appareiller. Donc là, je n'ose toujours pas le dire, et certainement pas question pour moi d'en parler en entreprise. Et je m'enferme dans ce silence qui va durer. Donc, mes 5 ans d'expatriation à Dubaï, puis retour en France. Je décide de devenir coach parce que même pas peur. C'est compliqué d'être sourde quand on est DRH, mais quand on est coach, je vous laisse imaginer. Voilà, faire le choix d'un métier qui est entièrement basé sur l'interaction, l'écoute, la présence à l'autre, etc. Bref, mais j'étais animée par ça, j'avais très très envie, et je me disais, bah, au pire, ça durera ce que ça durera, mais je veux pas passer à côté. Donc je suis devenue coach, je suis rentrée dans un premier cabinet, j'ai travaillé dans plusieurs structures au cours des 10 dernières années, dont Centrale Supélec Alumni rapidement, il y a quelques années. Et pendant toutes ces années, ça a duré 12 ans au total, j'étais bah, complètement motus et bouche cousue sur ce sujet de vulnérabilité, parce qu'encore une fois, j'avais peur que ça se retourne contre moi, en fait. J'avais peur que ça se retourne contre moi quand j'étais DRH, que j'ai pas la carrière que j'ai eue, quand j'étais coach, bah, que j'ai plus de clients, tout simplement, en fait. Hein. Les gens se disent, bon, tant qu'à faire de choisir un coach, je vais choisir quelqu'un qui m'entend bien. Et donc voilà, je suis restée enfermée dans ce truc-là pendant 12 années.
jusqu'à ce que, parce qu'on se dit, bah, finalement, 12 ans, pourquoi 12 ans? Ça aurait pu durer 14 ans, ça aurait pu durer 20 ans, ça aurait pu durer toujours. Il n'y a pas aucune raison pour que je m'arrête de mentir par omission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une très belle rencontre, enfin, une très belle question, surtout d'une belle rencontre. Un ancien coaché que j'avais accompagné, qui est devenu un ami et qui un soir m'a dit, incidemment, au détour d'une conversation, on parlait de tout et de rien, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Donc, vous le savez, en coaching, on dit souvent qu'une question peut changer une vie. Et moi, sa question, elle a littéralement changé le cours de ma vie. Et c'est la coach qui a été proprement coachée par son coaché ce soir-là, sans qu'il le sache, ni moi non plus, sans qu'on mesure l'un ou l'autre là où ça allait m'amener. Et quand il m'a posé cette question, bah, j'ai fait comme je faisais depuis 12 ans. J'ai dit, pareil, il me manque rien, tout va super bien, super mari, super enfants, super job, la santé, voilà, quoi rêver de mieux. Et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis pris non mais Catherine, ça fait 12 ans que tu mens par omission, en fait ça suffit, en fait il y a un moment, il va falloir dire la vérité. Et je lui ai lâché. Je lui ai dit en fait, si, il me manque un truc énorme, il me manque l'audition, voilà, j'entends pas bien, des deux oreilles, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement fatigant et difficile à vivre au quotidien, etc., etc. Et lui, il m'a dit, mais je tombe de ma chaise parce que tu m'as accompagné, parce que tu avais une présence de dingue, parce que pas une seconde, je me suis dit que tu avais une difficulté, et c'est super lourd, et il faut surtout pas que tu gardes ça pour toi, tu devrais en parler. Et je sais que tu aimes écrire, tu devrais écrire. Et puis on est passé à autre chose, on a passé une bonne soirée, et puis quelques semaines après, je partais en congé, et faire de la randonnée. Et j'ai passé mes 15 jours de randonnée donc j'avais mon téléphone portable en marchant et je passais mon temps à sortir mon téléphone portable de ma poche arrière j'avais des phrases en fait qui me venaient littéralement. Et donc j'ai écrit 120 pages de texte de façon extrêmement spontanée en fait, voilà, pour sortir ce vilain secret que j'avais là caché sous le tapis depuis 12 ans, mais qui très clairement ne demandait qu'une chose, c'était de m'héberger. Et donc j'ai écrit un manuscrit, alors sous la forme je ne sais pas si certains d'entre vous ont été formés aux pratiques narratives et si vous connaissez les pratiques narratives. Peut-être juste en deux mots, je fais une aparté pour que vous compreniez pourquoi c'est sorti sous cette forme-là et ce que ça a donné. Les pratiques narratives, ce sont des techniques d'accompagnement qui ne sont pas du tout propres au coaching, hein, qui viennent du monde des travailleurs sociaux, qui, pour faire archi simple, considère qu'une personne vient vous voir en coaching ou en accompagnement parce qu'elle a une difficulté et elle a tendance à se présenter comme elle est envahie par sa difficulté, donc en fait elle se confond avec sa difficulté, elle ne fait plus qu'un avec sa difficulté. En pratique narrative, on considère que la personne est la personne, le problème est le problème, la personne n'est pas le problème, ce qui veut dire que la personne a la capacité de mettre à distance son problème et de le regarder, de le considérer de différentes façons et de pouvoir en fait reprendre du pouvoir quelque part sur sa vie et sur la relation qu'elle entretient avec le problème qu'elle a. Non, c'est extrêmement rapide comme explication, mais tout ça pour vous dire que je suis formée, certifiée aux pratiques narratives depuis quasiment aussi longtemps que le coaching, donc une dizaine d'années. J'adore ces pratiques parce que je trouve que c'est extrêmement puissant et que c'est plus qu'une technique d'accompagnement, c'est quasiment une philosophie de vie en fait. C'est vraiment systématiquement, quand quelqu'un dit quelque chose, aller chercher derrière ce qui demande à émerger, ce qui peut être positif, ce qui peut lui permettre de se raccrocher, redevenir auteur, versus subir une situation. Et en fait, je me suis appliquée sans du tout le conscientiser, parce qu'encore une fois, c'est sorti tout seul. Mais je me suis auto-coachée en fait dans ce manuscrit, en pratique narrative, en ayant un dialogue, parce que le bouquin prend cette forme-là, un dialogue entre ma surdité et moi. Et donc pendant 120 pages, j'échange avec ma surdité. Donc au début, l'échange il est un peu costaud parce que très clairement, je lui en veux énormément d'être dans ma vie, que clairement, voilà, je préférais qu'il soit pas là et que j'ai vraiment beaucoup de mal à admettre voilà, qu'il est là, qu'il s'en ira pas et qu'il faut que je fasse avec. Et puis progressivement, en fait, le fait qu'elle me pose des questions, que je lui pose des questions, qu'on se challenge, etc. De fait, moi, ça m'a permis voilà, de mettre ça à l'extérieur, de commencer à regarder les choses un peu différemment. Et je ne vais pas dire que je suis hyper contente d'avoir une surdité aujourd'hui qui m'habite, mais progressivement, au fil des pages, en fait, de cet ouvrage, m'a vraiment aidé à mettre ce truc-là à distance et se dire, OK, bah, j'ai une surdité à côté de moi, elle est là, je fais avec, mais au lieu de l'avoir en face et de l'avoir contre moi,
je l'ai sur l'épaule, et on regarde dans la même direction, et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble, parce que de toute façon, on n'a pas de choix que d'habiter et de cohabiter. Et donc ce bouquin, enfin ce manuscrit au démarrage, qui avait pas du tout vocation d'ailleurs à devenir un livre, c'était vraiment un truc très spontané, c'était pour moi en fait. Enfin, j'ai vraiment de façon hyper égoïste sorti ça parce que ça m'a fait du bien. Et puis j'ai envoyé ces lignes à un mon fameux ancien coaché qui m'avait posé sa question magique, là, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? En disant, bah tiens, il y a tout là-dedans. Et lui et quelques proches à qui j'ai fait circuler le manuscrit m'ont dit, mais Catherine, ton texte, il est super intéressant parce qu'en fait, au-delà du handicap invisible, au-delà voilà, ton sujet de surdité, etc., finalement, c'est accessoire quasiment. Tu parles de vulnérabilité et tu parles de comment accepter, comment mieux vivre, comment reconnaître finalement et admettre de vivre avec quelque chose qui nous limite, qui nous freine, qui nous empêche, qui nous pose difficulté. Et ça, en fait, on l'a tous. Et cette espèce de retour, alors, qui aujourd'hui me paraît complètement évident, en disant, évidemment, on a tous une difficulté. Je passe mes journées à accompagner à coacher des gens voilà, qui se dépatouillent avec leurs problèmes, entre guillemets. Mais ce retour-là de ton bouquin il est utile parce qu'en fait on a tous une faille, on a tous une difficulté et voir comment toi tu arrives à te bagarrer avec et en faire quelque chose, si ce n'est positif, encore une fois, j'ai toujours un peu de mal à dire on transforme ces vulnérabilités en force parce que voilà, ça reste quand même compliqué, mais arriver à en faire quelque chose malgré tout et plutôt que de se lamenter et puis voilà, de se laisser abattre. Du coup, j'ai décidé de le publier en disant si ce bouquin il est utile à des gens qui n'ont pas de handicap, qui n'ont pas de problème de surdité, mais qui trouvent que ils ont des choses à en tirer, autant que ça serve au plus grand nombre. Et pour le coup, je trouvais que c'était assez chouette de me dire un truc qui était contre moi, négatif, pas sympa, de pouvoir arriver à en faire quelque chose de positif qui soit utile à d'autres, et que la démarche était plutôt sympa. Donc j'ai publié Dialogue de sourdes. Donc ça s'appelle Dialogue de sourdes au pluriel, parce que vous l'avez compris, je dialogue avec ma surdité, que j'ai rebaptisé absurdité. Alors, absurdité parce qu'elle est absurde complètement, et parce que c'est le préfixe qui veut dire couper, se séparer. Donc j'aimerais bien me séparer de ma surdité, mais non, elle est là, mais elle est absurde. Et donc je vis avec mon absurdité. Et donc j'ai publié ce bouquin en mai 2024. Je vous montre la couverture. Un dialogue de sourdes. Et au-delà, alors, très étonnamment, il y a eu quelques retours de journalistes, articles presse, de podcasts, d'interviews radio, qui déjà en soi étaient, enfin, pour moi, une vraie grosse surprise, parce que alors très clairement, et le fond et la forme, c'est quand même un peu perché, faut le dire, enfin, une conversation avec sa surdité, parce que voilà, le grand public, spontanément, n'attendait pas à ça. Donc j'étais super agréablement surprise des retombées que ça a pu avoir. Et surtout, j'ai été absolument ravie parce qu'en fait, très vite, j'ai été sollicitée par des entreprises pour faire des interventions. Alors, à partir de mon bouquin, mais finalement sur réconcilier leadership et vulnérabilité, parce que le fait d'avoir été dirigeant dans une grosse boîte et d'avoir vécu ça, en fait, d'avoir supporté, entre guillemets, une vulnérabilité sans le dire pendant 12 ans, forcément, ça interpelle dans les grosses boîtes dans lesquelles j'interviens aujourd'hui, parce que je fais l'hypothèse qu'il y a pas mal de gens autour de la table, dans les comex, les codires, les équipes que j'accompagne. Alors, c'est pas forcément un handicap, encore une fois, hein, mais des fragilités, des difficultés, des doutes, des burn-out, des situations d'aidance, des syndromes de l'imposteur, j'en passe voilà, il y en a un paquet. Et qu'en fait, c'est vraiment ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'on fait chacun avec nos difficultés, est-ce que oui ou non on en parle en entreprise, comment on fait pour que ce soit Finalement, non. acceptable, accepté. Franchement, en fait, elle m'a écrit hier soir en me disant je serai là, Il y a machin, quelqu'un qui n'a ça pas va mieux. enlevé Et son là, elle m'a écrit ce micro. matin, je suis Coucou vraiment désolée, je Marion, viens merci. en sortant de chez moi, de Ouh là Marion, là, Marion, me on refaire un t'entend. Marion, mouvement, ça Marion, a Marion, réveillé Marion. en gros, ma comment douleur je vais couper Marion, est encore Ouais, là. tu peux Donc, la j'ai Ouais, vu couper. le si tu médecin. peux. Donc, si j'arrive. Couper le son. Ça y Ah est. ouais, c'est un peu arbitraire, mais ça fonctionne. Ok, merci. Voilà, donc je disais, très bonne surprise de commencer à être sollicité en entreprise pour faire passer ces messages, faire réfléchir, faire bouger les lignes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très souvent, quand je suis sollicité au démarrage, c'est très souvent pour la Semaine européenne du handicap, derrière voilà, on va sortir la personne qui va bien pour faire sa conférence. Et puis, en fait, ça s'est élargi assez vite à des CODIR et des COMEX, RH
ou pas, où bah, les débats, c'était plus seulement sur oui, faire en sorte que les salariés se déclarent et soient reconnus travailleurs handicapés. C'était beaucoup plus large sur bah, ok, mais comment on fait en fait pour gérer ces sujets-là? Comment on fait finalement pour devenir des leaders authentiques? Comment on fait pour changer les cultures, en fait, changer les pratiques managériales aussi pour faire en sorte que les gens se sentent autorisés en fait à dire leurs difficultés, que ce soit passager, que ce soit, voilà, c'est pas forcément quelque chose de raide, mais voilà, quand c'est compliqué pour soi, qu'on puisse bah, prendre le temps de le nommer, de l'expliquer, sans en faire tout un pataquès et sans non plus tout dire, parce que c'est aussi pour moi, mais ça c'est une conviction personnelle, il s'agit pas non plus de passer ses journées chacun à raconter tous ses problèmes et à, voilà, de faire, on est au boulot pour travailler et le sujet c'est clairement pas ça, mais n'empêche que, voilà, je suis quand même intimement convaincue que si moi j'avais eu le courage avant de poser des choses, alors je l'ai pas fait chez Veolia très clairement parce que je pensais que l'environnement n'était pas suffisamment bienveillant et je pensais que très clairement ça se retournerait contre moi. On fera pas l'histoire, je ne sais pas si je l'avais dit ce qui serait passé, mais voilà, j'ai quand même l'hypothèse que je serais peut-être pas partie à ce poste à ce joli poste de RH international, je pense qu'il me serait passé sous le nez, mais peut-être pas, mais voilà, j'ai quand même un gros doute. Et donc mon sujet aujourd'hui, c'est bah, voilà, comment on fait pour créer des environnements de travail qui libèrent la parole, qui autorisent les gens à bah, simplement à assumer en fait leur vulnérabilité, que eux-mêmes s'assument, j'allais dire, et osent faire ce pas, mais que l'environnement évidemment s'y prête, parce que si l'environnement s'y prête pas et que vous commencez à raconter que vous avez des difficultés en espérant qu'on vous entende, bah, ça risque d'être encore pire en fait qu'avant. Donc c'est devenu un peu mon combat, c'est des sujets que je porte très régulièrement en entreprise. Et puis bah, ce cheminement, il m'a amené, donc ça fait 2 ans que le premier bouquin est sorti, Dialogue de sourdes. Et puis au fur et à mesure des interventions en entreprise, je me suis dit, mais finalement, les gens me disent que c'est inspirant, les gens me disent que ça fait du bien d'entendre voilà, des paroles un peu vraies, etc. Mais plus ça allait, plus je me disais, ok, mais en fait, ils sortent de la conférence en disant, ouais, c'était inspirant, ok, peut-être que je devrais en parler, peut-être que je devrais changer quelque chose, et puis finalement, ils retournent, c'est le vendredi, puis le lundi, ils retournent au boulot, et puis bah, ils sont repris dans leur quotidien, et rien ne change. Donc comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de passer un cran un peu plus loin et faire en sorte que mon expérience ne soit pas juste un ok, c'est chouette, il y a quelqu'un un ex-dirigeante qui a parlé, mais comment moi, concrètement, je m'applique ça en individuel et à mes équipes. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, finalement, en fait, il faudrait que je donne une méthode, entre guillemets, alors avec toute l'humilité voilà, avec laquelle j'entoure ça, hein, mais de se dire finalement, qu'est-ce qui pourrait être modélisé quelque part dans le parcours que j'ai eu et qu'est-ce qui a fait, alors encore une fois, hein, avec beaucoup de recul, c'est-à-dire finalement, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée pour moi finalement arriver à bah, sortir ce problème-là et à composer avec lui et à vivre avec. Et j'avais en tête le mot oser parce que pour moi, c'est toute une histoire de courage et de est-ce que j'ose dire, est-ce que j'ose pas dire, est-ce que voilà, comment ça va se passer si j'ose aller jusqu'au bout et assumer et être qui je suis, y compris en entreprise. Et donc j'ai développé la méthode oser. Alors, c'est pas très compliqué. Oser, c'est 4 étapes. Je vais vous les présenter plus en détail après et vous les faire expérimenter si vous le souhaitez. Donc les 4 étapes par lesquelles je pense qu'à posteriori je suis passée, qui sont très imprégnées des pratiques narratives, puisque vous l'avez compris, je pense que moi c'est vraiment ça qui m'a aidé en fait à me réconcilier avec mes difficultés. Et puis bah, j'ai écrit un deuxième bouquin qui est, je croise les doigts, entre les mains d'éditeurs. J'ai envoyé ça la semaine dernière et je commence à avoir des retours extrêmement rapides, donc très encourageants et j'ai bon espoir que le livre soit publié assez rapidement. Euh, En tout cas, enfin, ouais, dans les mois qui viennent, ça prend toujours beaucoup de temps, la préparation d'un livre. Et ce second livre, il est vraiment sur bah, finalement ces 2 années depuis la publication de Dialogue de sourdes. Qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce que finalement mon expérience de vie personnelle peut apporter de façon plus universelle en fait à la fois des dirigeants, des collaborateurs en entreprise, des coachs, consultants qui vont eux-mêmes accompagner des personnes qui ont des difficultés, et tout simplement des individus et des équipes. Parce qu'encore une fois, je suis assez convaincue que il s'agit de changer soi-même le regard qu'on porte sur ces difficultés et avoir le courage d'en parler, et dans des environnements qu'il faut qu'on crée ou qu'on contribue à créer, ou en tout cas qui doivent changer leur approche
ça puisse être entendu. Voilà. J'en suis là. La belle histoire, c'est ça. Donc finalement, partir d'un truc vraiment pas sympa à finalement, c'est plein d'opportunités finalement de très belles rencontres et puis de très belles choses. Et cette fameuse méthode que j'espère pouvoir plus largement diffuser. Alors vraiment, encore une fois, sans aucune autre ambition que de dire ça a marché pour moi, si ça peut marcher pour d'autres. Servez-vous franchement parce que voilà, le but du jeu c'est que ça aide. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, je vais faire un atelier bientôt à l'IFOD pour ceux d'entre vous qui connaissaient, pour les alumni de l'IFOD, pour leur faire former en fait des coachs à cette méthode. Et puis, je commence à développer des ateliers et surtout en entreprise également, évidemment, à diffuser ça le plus largement possible, en espérant qu'effectivement ça puisse contribuer à faire bouger les lignes et avec un côté un peu naïf, mais que j'assume complètement voilà, je rêve d'un monde du travail pas seulement plus inclusif, hein. Quand je dis plus inclusif, ça veut dire monde de travail plus humain, simplement parce que j'ai cru pendant plus de 40 ans, pendant 50 ans même, que j'étais superwoman et que même superwoman avec une faille cachée, ça le faisait, et qu'en fait, non, personne n'est superwoman et personne n'est superman, même si on aimerait bien. On a tous des failles, on a tous des vulnérabilités, et que finalement, on est peut-être encore plus fort finalement en les assumant et en vivant avec, en étant capable d'en parler et en étant capable d'être authentique et vrai en fait avec ses fragilités versus faire semblant et porter un masque, parce que c'est vraiment ça en fait que je me suis imposé pendant des années, au prix forcément de fatigue, d'épuisement, je prends sur moi, de colère beaucoup, parce que je pense que j'ai été pendant des années très, très en colère en fait pour ce qui m'arrivait, et donc dans une perception du monde du travail et de la vie comme un combat en fait. T'es en permanence en lutte, en combat, c'est fatigant, c'est usant, c'est pas très sympa comme perception, et voilà. Donc, si je pouvais contribuer grâce à tout ça, et c'est de faire en sorte que vous et tous les gens à qui je parle et tous ceux qui liront les bouquins et entendront les conférences et tous ceux que j'accompagnerai, etc., puissent se sentir un peu plus apaisés dans un environnement de travail un peu plus humain, un peu plus à l'écoute. Et je suis surtout absolument convaincue et pour le coup c'est du vécu, qu'une fois qu'on a osé partager ses vulnérabilités, osé dire qu'il y avait telle ou telle situation qui nous posait problème, qui était compliquée pour nous à vivre, en exprimant les besoins qu'il y avait derrière et encore une fois sans en faire un psychodrame. L'idée c'est vraiment pas de se faire plaindre, etc., mais simplement poser, expliquer et donner des clés de compréhension en fait à l'autre. Ça permettait simplement à des collectifs d'être plus efficaces et plus performants, parce que quand on sait que le voisin il a telle difficulté, qu'il a besoin d'aide sur tel sujet, on va l'aider sur tel sujet, et inversement, et c'est forcément là que l'alchimie et l'intelligence collective va fonctionner. Beaucoup plus que si finalement chacun fait semblant d'être performant sur tous ces sujets et de ne pas avoir besoin d'aide et d'être en mode warrior, et finalement on se casse la figure parce qu'on ne regarde pas les choses en face et qu'on on se rend compte un peu trop tard qu'on est passé à côté d'un truc, parce que oui, on n'était pas forcément on s'est pas mis dans les conditions de nous donner le meilleur de nous-mêmes, chacun au moment où il le fallait. Voilà, sur la présentation globale, la genèse de la méthode, le qui je suis, pourquoi, comment. Je ne sais pas si vous voulez peut-être réagir, interagir, poser des questions à ce stade. Et puis après, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de vous faire expérimenter les 4 étapes de la méthode OSER, chacun pour vous. Alors pour le coup, on n'est pas en atelier interactif, voilà, je ne vais pas vous faire débriefer oralement, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir ce que ça peut faire que de passer par ces 4 étapes, ce que ça vous apporte, puis on vous dirait après ce que vous en aurez pensé. Ouais, merci Catherine. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non, moi, j'ai pas de voix, mais j'ai vraiment envie de parler parce que je trouve que c'est vraiment, mais vraiment magnifique. J'ai pas vraiment d'autres mots qui me viennent. Non, non, vraiment. J'ai noté des choses, enfin bon, notamment, je vois un lien important avec, bon, on parle beaucoup des situations de handicap, de la diversité, etc. Et je trouve que, effectivement, quasiment tout le monde a des problèmes. Et justement, d'avoir d'oser en parler, je trouve que c'est magnifique. Euh,
Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, bon, bah, c'est à un autre niveau, hein, mais quand j'ai commencé le coaching, j'avais trouvé que les gens, j'ai rien contre les méthodes, mais je suis pas un grand fan des méthodes. Mais j'ai trouvé que les quelques coachs qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de partir dans l'accompagnement, c'est des gens qui partaient de quelque chose de très personnel, qui vraiment, finalement, guidaient les gens avec des choses très personnelles. Et donc ça, je veux dire, ce que tu proposes, on peut difficilement faire mieux. Et j'ai une question, alors peut-être qu'il ne plaira pas, je ne sais pas, mais Vas-y, je suis prête à tout. euh, non, c'est très simple. C'est parce que là, moi, quand je parle de te tutoyer, hein, je ne sais pas si on tutoie ou Oui, pas. oui, bien sûr, je t'en prie. Euh, bon, bah, d'ailleurs, je vais beaucoup réfléchir du coup, hein, par rapport à ce que tu as dit. Mais bon, mais là, quand tu parles, je te trouve très, très humaine et très vraie. Et je me demandais si avant, enfin, je ne sais pas si j'arrive à réaliser, mais en tant que RH ou quoi, dans ces positions-là, est-ce que tu penses que tu étais aussi humaine? Euh, Merci d'abord parce que j'aime bien le qualificatif. Oui, ça me plaît bien. J'ai un de mes collaborateurs, quand j'ai fait mon pot de départ mon pot de départ de DRH international là, chez Veolia, qui m'avait dit bah, t'étais une super DRH, mais t'étais trop souriante pour être DRH, donc je suis pas étonnée que tu quittes la fonction. Et ça m'avait fait rire. Je m'étais dit, mais je prends comme un super compliment parce qu'effectivement, bon, ça en dit long sur l'image que les gens ont des RH, mais bon. Ta question elle est compliquée parce qu'en fait je ne sais pas évidemment bah, quelle vie j'aurais eu si je l'avais pas dit, si j'avais fini par pas avouer mon handicap sur ce que voilà. Et il y a plein de gens qui me disent mais t'as perdu l'audition, mais t'écoutes avec mon ancien coach là me dit mais t'écoutes avec tes pieds, avec tes mains, avec tes yeux, avec tout ce que tu peux. Hein, c'est du vrai. Mais donc forcément j'ai dû développer d'autres compenser d'une manière ou d'une autre, voilà, d'autres façons de sensibilité, j'en sais rien. Et en même temps, je pense que j'avais forcément voilà, cette écoute, cette sensibilité, c'est pas pour rien que je me suis tournée vers les RH. Enfin, voilà, donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est lié au handicap et au parcours que j'ai eu et qu'est-ce qui est lié à bah, moi intrinsèquement, ma personnalité, le truc. Donc, honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, alors, je pense que j'ai toujours été authentique dans le sens, oui, capable enfin, en comité de direction, de faire porter ma voix et mes convictions et voilà, pas mâcher mes mots quand j'étais pas d'accord, etc. Ce que j'observe surtout, et je pense que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que le fait, alors dès le premier bouquin et depuis, le fait d'être authentique, en fait, ça libère la parole, mais c'est impressionnant. En fait, le premier effet, le premier constat, c'est ça, c'est quand vous vous autorisez à être en toute humilité qui vous êtes et à parler de vos fragilités sincèrement, honnêtement, ouais, systématiquement, en fait, vous parlez à l'être humain, en fait, qui lui aussi, tu disais presque tout le monde a une fragilité, mais moi je te dis tout le monde a une fragilité, et tout le monde, peut-être sur d'autres sujets, tu peux même pas imaginer. Enfin voilà, personne n'a une vie. Encore une fois, moi, mon côté face, on peut pas être, enfin, il peut pas être plus propre, plus lisse, plus beau, plus machin. Mais quand tu creuses, bah ouais, non, c'est pas si facile en fait, et c'est facile pour personne. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand toi, tu t'autorises ouais, à parler de cœur à cœur, en fait, bah, tu parles de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'en face, c'est compliqué, je pense, de rester derrière ton masque, etc. Je vais vous partager une des premières interventions que j'ai faites, c'était au comité RH de Saint-Gobain, donc le DRH groupe, et puis c'est N-1 direct. Euh, à la fin de l'intervention, dans la session questions-réponses, il y a un des collaborateurs qui s'est levé en disant merci pour votre intervention, etc. Et je m'autorise à me lever parce que vous m'avez donné cette autorisation. Moi, j'ai des problèmes de dos depuis des années. Je suis reconnue RQTH et j'ai vu physiquement son DRH, le DRH groupe, le regarder. Et je me suis dit, en fait, il est en train de découvrir que son N-1, il est RQTH et qu'il a un problème de dos et qu'en fait, il supporte pas de rester assis plus d'un quart d'heure en réunion, quoi. Et je me suis dit, c'est dingue, parce que bah, c'est tout bête, hein, mais dire qu'il avait jamais osé probablement en parler, le lâcher. Donc le fait ouais, de soit être authentique, bah, en fait, ça libère la parole en face et c'est super puissant. Et c'est ça enfin moi, c'est la première découverte en fait. Alors qu'on a, enfin, moi, j'avais en tout cas vraiment j'étais tétanisée à l'idée de dire. Mais si moi je dis, je vais me faire dézinguer en fait. Enfin, voilà, je suis en train de. Et quand j'ai publié Dialogue de sourds, j'étais coach déjà, je travaillais dans un cabinet, et j'ai dit à ma chef,
qui a découvert, hein, une fois que le manuscrit était écrit, elle me dit à ma chef, à mon PDG, je vais sortir un livre, il faut quand même que je vous le dise, pour le coup, j'ai des difficultés d'audition, il m'avait recruté sans le savoir, et je lui ai dit à elle, mais très sérieusement, non, si j'ai plus de clients demain, on saura pourquoi. Donc elle a rigolé en disant, on en reparlera, mais n'empêche que j'avais vraiment cette crainte en disant, bah, qu'est-ce que ça peut générer? Et en fait, la belle surprise, c'est non, c'est le contraire. Et c'est pour ça que je milite vraiment en faveur d'un monde du travail plus authentique, parce que je suis convaincue qu'encore une fois, si on s'autorise les uns les autres à dire bah, j'ai ça qui est compliqué pour moi, et pas juste pour le plaisir de vous dire plaignez-moi et voilà, c'est pas simple pour moi et donc je vais être obligée de partir à 4 heures, machin. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est j'ai ça qui est compliqué pour moi, j'ai tel besoin. Peut-être que si vous êtes plus attentif à ça, j'ai des trucs tout bêtes, hein, mais pour moi, en réunion, bah, enfin, c'est mon dernier poste, j'étais dans un grand open space insupportable en fait. Donc c'est juste, bah, mettez-moi dans le coin ou mettez-moi dans l'endroit où c'est le moins compliqué. Mais tant qu'on n'ose pas le dire parce qu'on n'a pas porté le truc, voilà, c'est super lourd et c'est soi-même qui mettons le casque, l'armure, tout ce qu'il faut pour arriver à faire en sorte que ce soit gérable. Et ça l'est pas, et ça crée des méga malentendus et des gens qui disent bonjour par derrière et qui se disent que c'est là Catherine fait la gueule aujourd'hui, elle m'a pas répondu. Je dis bah non, en fait, elle t'a pas vu, elle t'a pas entendu, donc elle peut pas te dire bonjour. Et voilà, mais en fait, cette authenticité-là, en fait, permet aussi de faire tomber tous les malentendus, préjugés, etc. Alors que moi j'étais convaincue de ça va créer le contraire en fait. Ça, justement, j'en parle pas parce qu'il y a des préjugés, parce que ça va se retourner contre moi, parce que c'est ça qui est assez étonnant. Voilà, j'ai été très longue dans ma réponse. C'était pas une réponse, mais j'en profite. Merci. Merci. Il y a Roger qui a levé la main. Merci, Catherine. Ah oui, Roger? oui. Catherine, est-ce que tu as été influencée, enfin, est-ce que tu connais Brené Brown? Je crois pas parce que j'ai pas entendu le nom. Brené Brown qui a écrit un livre qui s'appelle Le Ah, pouvoir. René, oui, oui, le pouvoir de la vulnérabilité, bien sûr. Mais alors non, j'ai pas. Enfin, oui, je connais René Brown. Pour le coup, c'est pas du tout elle qui m'a influencé ou qui a fait que j'ai fait tout ça, parce que j'ai lu son bouquin bah, quand j'étais en expatriation à Dubaï. Enfin, je vois. C'est pas ça qui a provoqué tout le reste. Mais effectivement, je sais oui, oui, qu'elle est connue sur ces sujets-là. Mm. Hmm. Ben, un de ses chevals de bataille, c'est de dire vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. Voilà. Donc de vraiment enfin, de dire ce n'est pas la même chose et heureusement, heureusement. Alors, il y a Laurence hein, qui a levé la main. Oui, bah déjà merci beaucoup pour Avec ce plaisir. témoignage et cette approche et de nous partager les choses. Donc bien sûr ça me parle forcément. Et moi j'avais une question pour toi. Je me demandais ce que ça avait changé chez toi de dire les choses. Est-ce que tu as découvert des choses sur toi? Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé ou d'avoir, je sais pas, ouvert une autre façon de voir les choses ou de percevoir les choses? Comment ça s'est passé pour toi? Oui. Alors, très clairement, le premier sentiment, la première réaction, je t'ai perdu. Là, ça y est, t'as changé de place, je sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression d'enlever une chape de plomb. Tu vois, j'ai eu l'impression que je m'étais mis, je disais tout à l'heure, l'image guerrière. En fait, c'est des mots guerriers qui me viennent quand je parle de dans quel état d'esprit j'étais et comment j'étais. J'ai l'impression d'avoir une masque, une armure, un casque, tu vois, tout pour me protéger et être en mode bataille, en fait. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de waouh, j'enlève tout ça en fait. Et donc, alors, je suis toute nue, mais c'est pas. Il y a un côté, j'ai la trouille parce que je suis toute nue en fait. Mais bah putain, je me sens carrément plus légère, quoi. Carrément plus légère, apaisée. Enfin, tu vois, c'est vraiment les mots. Oui, c'est guerre contre. Tout d'un coup, je fais la paix avec moi-même et c'est carrément plus confortable et plus agréable. Donc le côté, ouais, j'assume finalement donc ça, c'est la première réaction très vite. Et pendant alors, la sortie du bouquin, et puis moi, je me suis jamais dit, je vais écrire un bouquin. Je n'ai pas du tout écrit ce premier bouquin. Je peux vous le dire parce que je compare avec le deuxième. Le premier bouquin, ça a été plouf, pouf, c'est sorti, c'était fait et c'était génial parce que tout d'un coup, voilà, la vérité éclatait. Moi, j'avais l'impression que ça faisait 12 ans que je mentais par omission et tout d'un coup,
Alors que, vous le savez, en coaching, on dit aux gens, faut être aligné, congruent, voilà, en phase avec ses valeurs et tout. Mais je me disais, mais enfin, je suis là-dedans depuis 12 ans et moi-même, mais ça, c'est bien de le dire pour les autres, mais voilà. Donc voilà, forcément, il y avait un côté, ça fait du bien, évidemment. Et puis une espèce d'euphorie en fait parce que je vous disais, enfin j'avais pas prévu d'écrire un bouquin et puis bah, que c'était très chouette en fait de pouvoir bah, vivre ça, le partager avec plein de gens et avoir tous ces retours en fait parce qu'il n'y a pas eu une conversation avec une personne. Ça prend longtemps à publier un bouquin entre le moment où vous considérez que vous avez fait le job, vous avez écrit le point final, votre manuscrit, vous l'envoyez à des maisons d'édition. Alors, il se passe X semaines, voire mois avant que les maisons d'édition vous disent OK. Et après, toute la partie production, relecture, machin, enfin, ça prend des mois, en fait. Et pendant toute cette phase-là, j'ai le souvenir qu'en fait, à chaque fois que je mangeais, voyais, rencontrais quelqu'un, bah, on parlait, et tu fais quoi en ce moment? Je dis, ah ben, je viens d'écrire un bouquin, enfin, je d'envoyer mon manuscrit, ah bon, c'est sur quoi? Ah bah merde, je t'en ai trop dit, en fait, je suis bien obligée d'aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, je racontais l'histoire. Et en fait, j'ai pas eu une conversation où j'ai pas eu en face bah, de la vérité, enfin, des gens qui me disaient ah bah ça me touche vachement ce que tu dis, parce que moi-même, machin, parce que mon frère, ceci, parce que, enfin, tout le monde a un truc, en fait. Et c'était hyper fort, en fait, voilà. Donc, c'était vraiment une période ouais, de libération, hein, très clairement. Donc, ce que ça a provoqué chez moi, c'est de la libération. Et puis après, il y a eu la phase, j'analyse tout ce qui s'est passé, je ponds la méthode, je réfléchis, je remachin. Et là, on va dire depuis quelques mois, alors ça remonte, mais c'est ces dernières semaines, en fait, derniers mois, où tu dis, ok, bah, c'est très bien d'avoir fait tout ça, sauf que, bah, en fait, le problème, il est toujours là, il s'accentue, c'est compliqué. Et là, je suis en questionnement, je suis indépendante aujourd'hui. Je me dis, voilà, ça me rassurerait d'être attachée à un cabinet. Je recommence à passer les entretiens en étant authentique et en disant pour la première fois de ma vie en entretien de recrutement, ben voilà, tu as le côté face, bien sûr, vous avez envie de recruter pour tout ce que je sais faire, pour tout ce que j'ai montré, etc. Mais la vraie vie, c'est que je voudrais un poste à 4/5e pour pouvoir souffler une journée par semaine, me débrancher, enlever mes oreilles et juste prendre soin un tout petit peu de moi parce que je sais que c'est important pour moi et que j'ai encore du mal à me l'accorder, mais voilà, je me dis, il faut que j'en fasse faut que je lâche pas. Et qu'en fait, bah, là, j'ai la mauvaise surprise, entre guillemets, de voir en face ouais, est-ce que c'est un no-go? Parce que quand même, voilà. Et je me dis, bah ouais, mais en fait, ça veut dire que vous avez pas entendu, pour le coup, vous n'êtes pas prêt à prendre en compte le fait que j'ai une fragilité, je vous le dis, j'ai le courage d'assumer, de le dire jusqu'au bout, et mon besoin, c'est, je ferai à 200%, mais 4 jours par semaine, juste laissez-moi souffler un tout petit peu, et qu'en fait, j'ai l'impression que la réaction en face, c'est ouais, mais vous pouvez plus, en fait, donc pourquoi, puis ça se voit pas, donc forcément, voilà. Et donc là, je suis dans tu vois, dans le comment je le vis, ok, je continue à croire j'ai mes convictions, mais la vraie vie, c'est que ça reste, bah, voilà, je vois bien que ça reste compliqué, y compris dans des cabinets de coaching, y compris dans des environnements dans lesquels, normalement, on se dit merde, il parle de risques psychosociaux, il parle de santé mentale, enfin, moi, il devrait comprendre un minimum, quoi. Voilà. Donc, ce que ça a changé pour moi, je sais pas. J'allais dire, c'est à la fois ouais, libération, soulagement, apaisement. Et donc là, j'ai vraiment envie de dire, bah ouais, franchement, enfin, allez-y, quoi, lâchez vos trucs et puis ça ira mieux, hein, un peu mieux. Et en même temps, bon, bah, on se débarrasse pas de son problème complètement. Et donc, il y a forcément, voilà, il y a des hauts et des bas, on va dire. Il y a des moments où ils se réinvitent et où on se dit, ouais, c'est quand même, ce serait quand même plus cool, c'est quand même plus simple la vie si j'avais pas ce truc-là qui vient régulièrement frapper à ma porte, quoi. Hmm. C'est aussi lié à l'environnement. C'est aussi l'environnement qui n'est pas cohérent de tes valeurs, probablement aussi. Ben, Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci. merci. Et merci pour ton honnêteté. Alors, il y a Paul qui a levé la main. Oui, c'est très intéressé. Merci beaucoup, Catherine. Parce on préparait le 9 Merci, mars Paul. Oui, tout à fait, pour je me donner souviens. note et c'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé, en tout cas de mon côté. Bah, Delphine, tu diras, hein, mais bravo et merci beaucoup. Je suis Merci. curieux de la méthode OSER Mhm. et bah, j'entends la technique narrative. Oui. euh, et pour moi, c'est une découverte qui va enrichir mon coaching de santé aussi. Donc c'est très intéressant le dialogue avec le symptôme là. Et ben, je serais curieux que tu nous fasses expérimenter un petit peu Oser si tu es OK, parce Ben, volontiers. il est -20 Ouais, et ouais.
Ok, vous ayez un peu de temps chacun. Ça marche. Alors c'est parti Merci si vous êtes beaucoup. prêts, si vous êtes prêts à oser volontiers. Alors moi je suis une inconditionnelle des pratiques narratives et franchement je vous invite tous à vous ouais, à vous former ou à suivre des ateliers. C'est extrêmement puissant comme approche et en même temps c'est faire des choses très sérieuses sans se prendre au sérieux. Il y a un côté ludique Hmm. décalé très sympa qui est vraiment chouette et Tu qui est vraiment. recommandes, oui, tu recommandes par exemple Dina Scherer Alors voilà, moi j'ai été formée auprès de Dina Scherer, Oui, qui a fait la oui. postface du mon premier bouquin d'ailleurs, donc de Dina Scherer et Elisabeth Feld à la Fabrique narrative. Depuis, donc la Fabrique narrative, c'est un des collectifs qui forment aux pratiques narratives en France. Et Dina, elle a créé sa propre structure avec d'autres, ça s'appelle ITA Coaching, ITHA Coaching, je crois. Et puis il y a le laboratoire narratif aussi de Véronique Blouchermont, qui sont à Bruxelles, je crois qu'ils font des formations en visio. Voilà, c'est les trois que j'ai en tête. Après, il y en a d'autres forcément, mais voilà. En tout cas, ouais, c'est que des gens très chouettes. Et encore une fois, je pense que c'est bien plus que des techniques. C'est des techniques, des protocoles, etc. Mais c'est bien plus que ça. C'est une philosophie de vie. C'est des réflexes en fait. C'est une façon d'écouter. C'est une posture et des réflexes voilà, qui vont systématiquement, je vais vous le faire vivre, aller chercher derrière la plainte ce qui demande à émerger. En fait, c'est vraiment ce truc-là et de se dire, ok, il y a un problème, mais derrière j'en ai marre de ce truc-là, voilà, je veux plus de ça, je veux te dire, ok, mais à quoi t'aspires, de quoi t'as besoin, de quoi t'as envie, et c'est ça qu'on va aller grossir versus tout le bouli-boulga en fait dans lequel la personne est enfermée. Je vous fais expérimenter, oser si vous voulez bien. Donc l'idée, c'est que vous preniez chacun pour vous, encore une fois, en toute confidentialité, sans avoir besoin de le partager. Donc sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Un problème entre guillemets. Donc quelque chose qui vous pose difficulté. Alors encore une fois, moi c'était absurdité. Ça peut être un syndrome de l'imposteur, ça peut être bon, moi j'ai peur de prendre la parole en anglais en réunion parce que je me sens pas super à l'aise dans la langue de Shakespeare, ça peut être n'importe quoi. Moi, je me le suis appliqué très concrètement. Je me suis appliqué la méthode il y a un an quand j'ai quitté mon cabinet en disant voilà, voilà, je sens que je suis pas complètement alignée. Mon problème, c'était ça, c'était je reste pas. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, etc. Donc voilà, votre problème, ça peut être n'importe quoi en fait. C'est juste un truc, une situation qui vous pose difficulté aujourd'hui et dans laquelle vous êtes un peu coincé, vous savez pas trop comment vous dépatouiller. Donc, une fois que vous avez bien votre sujet en tête, la première étape de oser, c'est observer. Observer, ça veut dire faire la description. Donc, je dis faire parce que vous allez prendre des notes chacun sur votre papier. Évidemment, si on était en séance, je vous poserai plein de questions. Faire la description la plus riche possible de votre problème. Donc, depuis quand votre problème il est dans votre vie? Est-ce qu'il est apparu à un moment particulier, il y a une circonstance particulière? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? N'hésitez pas à considérer que votre problème, je vous ai parlé d'absurdité tout à l'heure, c'est un objet, c'est une personne, c'est un truc qui est en dehors de vous, en fait. Donc vous allez, vous le décrivez, en fait, de la façon la plus large possible, ouais, la plus spontanée possible, comme si c'était un personnage. Donc, est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il prend beaucoup de place? Est-ce qu'il est tout le temps là dans votre vie au quotidien? Ou est-ce qu'il y a des moments où il s'invite plus particulièrement? Est-ce qu'il a des amis? C'est-à-dire que moi, les amis d'absurdité, c'était rentabilité, performance, voilà, tous ces trucs-là qui lui tenaient la main et qui faisaient que c'était la fête quand ils étaient ensemble. Est-ce qu'il a des ennemis? Les ennemis d'absurdité, c'était justement authenticité, vérité, alignement, enfin voilà, tous ces trucs-là qui ne connaissait pas. Donc c'est aller chercher, voyez, tout ce qui est de quoi il se nourrit. Est-ce qu'il y a effectivement des situations, des choses, des gens qui font que votre problème il va prendre plus de place quand il sera en présence de ces gens-là, quand il mangera ça, ou quand il verra ces gens-là. Si vous deviez le dessiner, je vous bombarde de questions, mais c'est pour vous aider à réfléchir sur votre description la plus riche possible. Si vous deviez le dessiner, à quoi il ressemblerait? Donc des fois, je demande à mes coachés de faire un dessin. J'ai des petits monstres velus, enfin ouais, plein de trucs un peu marrants. Et si vous deviez lui donner un nom, comment est-ce que vous l'appelleriez?
Si c'était je sais pas, si vous deviez écrire un article de journal ou faire un film sur votre problème, ce serait quoi le titre du film? Ce serait quoi le titre de votre bouquin? Ce serait quoi le titre de l'article? Ou le nom que vous lui donneriez simplement? Quoi d'autre? Voilà, est-ce qu'il y a des situations qui mettent votre problème en difficulté? Où est-ce qu'il se loge? Où est-ce qu'il habite? Avec qui il vit? Est-ce qu'il a un colocataire? À quoi il ressemble? Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où il disparaît? Où il est moins présent dans votre vie? Donc, prenez le temps vraiment de dire, si vous étiez en séance, bah, c'est la partie, en fait, quand vous en avez vos coachés, c'est racontez-moi. C'est le racontez-moi. Et là, il y a tout qui sort dans tous les sens. Voilà. Donc, vous faites votre racontez-vous, mais de façon la plus exhaustive possible. Et avec avec cette idée je la mets à l'extérieur de moi, je l'observe. Et si c'était un personnage à côté de moi, voilà, à quoi il ressemblerait comment j'aurais envie de le représenter. Et donc, une fois que vous l'avez, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez besoin d'un peu plus de temps? Alors, je me rends pas content. Donc, s'il y avait une forme, une couleur, enfin, voilà, lâchez-vous le plus librement possible. Dans le second bouquin que j'espère va paraître bientôt, je donne des exemples en individuel et en collectif. Parce que je pense qu'on peut faire ça en collectif, on peut faire ça en équipe aussi, évidemment. Vous me dites, euh, vous me dites quand c'est bon. On est passé à la deuxième étape. Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Donc, c'est pas la deuxième étape, c'est la deuxième étape de ce premier, de oser. Une fois qu'on a nommé le problème, une fois qu'on l'a décrit de façon la plus riche possible, vous allez prendre le temps de lister les effets que ce problème a dans votre vie. Alors, il y a peut-être des effets positifs. Moi, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, sur ma surdité, mais il y en a quelques-uns. Que quand je me débranche, j'entends plus rien. Donc, le mur peut s'écrouler en pleine nuit, rien à faire. Moi, je dors. C'est pas un problème. Donc, il y a quelques avantages. Il faut aller les chercher, mais et puis après, par contre, voilà, ça c'est facile pour moi de faire la liste de tous les effets négatifs, bah, c'est hyper frustrant parce que j'entends, bah, c'est hyper fatigant, c'est hyper ceci, hyper cela. Donc voilà, prenez le temps de lister tout ce que le fait que ce problème-là, entre guillemets, ou que je sais pas comment vous l'avez appelé, et d'ailleurs en accompagnement, on prend le temps de dire, à partir du moment où le client a nommé le problème, après, dans le questionnement, vous prenez vraiment le temps de ne plus parler je peux être très clair. Si moi je nomme mon problème absurdité, je parle de ma surdité, mais je l'ai nommé absurdité, en accompagnement, je vais systématiquement dire et quels sont les effets d'absurdité dans la vie de Catherine pour que le client, enfin, systématiquement comprenne. Là, on parle d'absurdité, on parle pas de Catherine, on parle d'absurdité et de la relation de Catherine avec absurdité. D'accord? Donc, essayez de vous poser la question par rapport au nom que vous avez donné à votre problème. Voilà, quels sont les effets de votre absurdité dans votre vie? Euh, et quand je dis dans votre vie, c'est dans toutes les sphères de votre vie. Est-ce qu'il y a des incidences, j'en sais rien, moi, sur votre vie personnelle, familiale, amoureuse, avec les enfants, avec les copains? Est-ce que dans la sphère professionnelle, ça a des incidences? Avec qui, dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a des impacts sur votre santé, sur j'en sais pas, moi, dans la sphère financière, etc., sur vos relations? Donc, essayez de vraiment, encore une fois, balayer le plus large possible. L'idée étant que vous ayez voilà, la description la plus riche du problème et des effets du problème sur votre vie. Donc là, en accompagnement, moi, quand je fais faire cet exercice à mes coachés, je suis au paperboard en fait, et je lui fais dessiner éventuellement, décrire, etc. Après, je prends plein de notes sur les effets pour que vraiment on ait la liste la plus exhaustive possible et qu'on puisse vraiment enfin, lister. En disant, voilà, mon problème a tel effet sur ma vie, il m'empêche de dormir, il me réveille à 4 heures du matin. Il produit ci, il produit ça. Enfin, voilà. Vous avez vraiment la liste la plus exhaustive et que vous puissiez après la passer en revue avec le coaching.
C'est bon sur les effets? Je vous fais Mm. expérimenter ça un peu au pas de course, hein, mais l'idée, c'est juste que vous ayez un aperçu de la méthode, puis après, vous prendrez du temps pour évidemment vous replonger là-dedans si vous avez besoin. L'étape d'après, on est toujours dans la première phase, observer. Je vais vous demander, comme vous avez fait votre liste d'effets, il y en a peut-être des positifs, il y en a probablement beaucoup d'effets négatifs, puisque a priori on parle d'un problème, de quelque chose qui vous pose difficulté. Je vais vous demander de repasser en revue en fait l'ensemble des effets que ce problème a sur votre vie et de noter à chaque fois à côté, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça me convient que cet effet-là? Est-ce que ça me convient que absurdité soit dans ma vie et me fasse passer des nuits impeccables, que je dors comme un bébé? Oui. Est-ce que ça me convient que absurdité m'empêche de profiter d'une soirée au restaurant parce qu'il y a trop de bruit autour de moi et que j'entends pas toutes les conversations? Non. Voilà, donc prenez le temps de vous dire oui, non, de façon objective. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas dans les effets du problème sur votre vie. Alors, je vous ai pas en face de moi et j'ai pas vos listes d'effets et vos descriptifs de problèmes, et je fais l'hypothèse, je pense pas beaucoup me tromper, qu'il y a beaucoup de non et pas beaucoup de oui. Parfois, il n'y a pas de oui du tout. Alors, il faut aider le coaché à essayer de trouver quand même quelques trucs un peu positifs pour pas, pour pas qu'il se mette une balle tout de suite. Mais, euh, et puis, bah, juste à ce stade-là, on en est toujours sur le observer. Bah, une fois que vous avez regardé tout ça, qu'est-ce que vous vous dites là en ce moment? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Si vous avez votre problème en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Et là, je serais curieuse si certains d'entre vous veulent partager juste peut-être sur le nom qu'ils ont donné à leur problème et sur là, tout de suite, après avoir vu, j'allais dire, l'ampleur des dégâts, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre problème? Est-ce qu'il y en a qui veulent, qui osent partager? Non, personne. Alors, est-ce que c'est parce que vous osez pas ou parce que vous n'avez pas réussi à faire l'exercice jusque-là? Ah, c'est parce qu'on laisse la place. Il doit y avoir un petit truc d'imposteur derrière ça. La difficulté à prendre la place. Bon, ok. Ouais, Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il me fait Euh, chier, hein. Voilà, il y en a d'autres qui veulent dire peut-être, allez-y. Ouais, alors, cher problème, tu me fais chier. J'ai envie de dire Tu super. me full casses les camp. pieds. Ok, ok. Full En camp, général, ouais. full camp, tire-toi, Full barre-toi. temps, cache-toi, ouais, ras-le-bol, hein. J'ai pas envie de t'avoir dans ma vie, en fait. Ok, super. Donc, en général, effectivement, on en arrive là. En général, on a un dessin un peu moche d'un petit monstre, un petit je sais pas quoi, là, qui vient vous emmerder. Un petit ou très gros, d'ailleurs. Mon absurdité a été énorme. Et puis effectivement, la réaction, c'est waouh, en fait, je mesure l'ampleur de la place que prend ce problème dans ma vie. Enfin, je pense que vous en êtes arrivé là, quoi, de se dire, mais merde, en fait, c'est hallucinant, quoi, de dire que tout ce qui m'empêche de faire, ou tout ce à quoi il me contraint, ou tout ce qui me fait vivre, que j'ai pas forcément envie de vivre. Ok. Marion a levé la main aussi, Marie, Ouais, Samantha. Oui, pardon, je vas-y. voulais dire, moi, ce qui m'est venu, c'est purée, t'avais vraiment besoin que je t'écoute. Eh Ah, ben, super transition, merci. Donc, deuxième étape, s'écouter. C'est le S, s'écouter. Parce que c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah ouais, quand tu prends le temps de regarder en face, euh, objectivement et de façon la plus exhaustive possible, le problème et en quoi il te pose problème et ce qu'il a comme effet sur ta vie, effectivement, tu as juste envie de dire, putain, mais c'est pas possible en fait. Enfin, faut que je réagisse, soit je me laisse bouffer, soit je réagis. Donc, c'est l'idée. Donc, deuxième étape, c'est s'écouter. Et s'écouter en pratique narrative, on parle des amis. Alors, les amis, c'est les AMI, c'est l'absent mais implicite. Absent et implicite, c'est, je vous parlais tout à l'heure de écouter ce qu'il y a derrière la plainte. C'est de se dire, je sais pas, je prends un exemple idiot, j'en ai ras-le-bol, on passe notre temps en réunion au bureau. C'est OK, ça te plaît pas de passer ton temps en réunion, qu'est-ce que tu voudrais faire? À quoi tu aspirais? À la place de passer ton temps en réunion, qu'est-ce que tu préférerais, en fait, comment est-ce que tu préférais que ça se passe? Donc, c'est aller systématiquement chercher derrière
la liste de tout ce que vous avez raconté sur votre problème et sur les effets de vos problèmes. Quelles sont les valeurs, quelles sont les aspirations, quels sont les talents, quelles sont les compétences, quels sont les rêves, quels sont les besoins que vous avez et que vos problèmes, la présence de votre problème empêche de vivre, d'émerger, d'assumer, voilà, de faire être présent dans votre vie. Donc, qu'est-ce que la présence de votre problème dans votre vie empêche d'exister? Et c'est quoi j'ai l'image vous avez votre problème là qui prend toute la place, et puis il y a des petits machins qui demandent à émerger. Tiens, mais laisse-nous sortir, on a envie d'exister, nous, on est là, sauf qu'en fait, on a été tellement, notre problème, il prend toute la place, en fait. Il nous prend la tête, il nous envahit, et du coup, il nous laisse pas avoir accès à ça, à ce qui demande à émerger, qui est fondamental en fait, qui est ce dont vous avez besoin et voilà, ce qui vous est, ce qui est important pour vous. Ok, donc prenez le temps d'aller chercher vos amis, c'est-à-dire tout ce qui demande à émerger derrière la plainte, tout ce qui et ça peut être, alors c'est évidemment des aspirations, des besoins, des valeurs qui sont bafouées, donc moi je vais par rapport à l'absurdité, hein, c'était encore une fois, c'était l'absurdité, c'était le besoin d'authenticité, c'est le besoin de connexion, le besoin de relation, de pouvoir me dire, je n'ai pas envie de me laisser couper, j'ai pas envie de m'isoler parce que l'absurdité m'isole, mais c'est mourir pour moi être tout seul en fait, j'ai besoin des autres, donc voilà, j'ai besoin de relation, j'ai besoin de communication, j'ai besoin de vérité, de transparence, j'ai besoin de... Donc c'est aller chercher tout ça et aller chercher aussi vos talents, vos compétences, ce qui fait que vous êtes capable en fait, qui va vous redonner en fait alors, je reviens sur un truc guerrier, mais des armes en fait sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour mettre en difficulté votre problème. Donc c'est vraiment tout ce qui existe, tout ce qui est là, mais qui est un peu caché en fait, vous avez un peu oublié parce que votre problème il est super fort et que sa mission c'est de vous pourrir votre vie. Et simplement, là, vous êtes en train de lui dire, ouais, bah, t'es gentil, tu t'es fait plaisir jusque-là, mais là, je suis en train de réaliser que moi aussi, j'ai un pouvoir d'action et j'ai le pouvoir de te faire diminuer, en tout cas de diminuer la place que tu prends dans ma vie et surtout les effets que tu produis dont j'ai pas envie. Ok? Donc, prenez le temps de faire émerger tous ces amis. Et ça, c'est toujours la phase écoute. On est toujours dans s'écouter, ouais, ouais. Et là, tu t'écoutes plus que jamais, quoi. C'est quoi les valeurs qui demandent à émerger, c'est quoi les besoins, les aspirations, etc. Et deuxième temps, dans la phase s'écouter, hein, toujours, en pratique narrative, il y a une dimension un peu politique dans les pratiques narratives, dans le sens où politique sociologique, en fait, où on se rend compte qu'en fait, on évolue dans un environnement, qui en parlait tout à l'heure, c'est l'environnement aussi, évidemment, qui nous contraint, qui nous impose, le contexte, voilà. Et donc, on parle du contexte élargi, c'est-à-dire aller chercher, se dire, qu'est-ce qui, dans ma posture vis-à-vis de mon problème, est conditionné peut-être par l'environnement dans lequel je vis, les gens que je côtoie, les injonctions de la société, voilà, tout ce qu'il y a autour de moi, et qui vient en fait renforcer la présence de mon problème et qui le légitime en fait, qui le rend lui donne à lui l'impression d'être légitime. Moi, il me pose difficulté, mais lui, il est hyper content parce qu'en fait, il se conforme à plein de choses qui sont autour de lui. Donc, par exemple, je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, c'est aller chercher quelles sont les dimensions sociales, sociétales de votre problème, ou le fait que, encore une fois, votre problème, il est influencé, sa présence, elle est influencée par l'environnement. Donc moi, très clairement, dans le contexte élargi par rapport à ma surdité et au fait de le dire ou pas le dire dans le monde du travail, il y avait toutes ces injonctions de performance, de compétition, de rentabilité, d'efficacité, tout ça que j'ai tellement intégré que ça faisait partie ça faisait partie du truc où je pouvais pas le dire parce qu'en fait tout l'environnement va dans ce sens-là. Donc mon problème en fait, il fait que obéir à cet environnement-là et ça lui donne du poids, du corps et de la force. Donc simplement vous reconnecter, vous dire c'est pas que vous en fait, vous êtes dans un environnement et l'environnement il a forcément une part de responsabilité dans la présence de votre problème et dans le fait qu'il entretient ou qu'il légitime votre problème. Oui. Alors Catherine, je suis obligée de te dire qu'il y en a qui doivent partir à 10 Oui, heures. je vois, pas de souci. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que peut-être te laisser encore 5 minutes
Oui, pour le E et le R, ok, si j'ai bien ok. compris. Donc, Et troisième, donc je vous décris dans ce cas-là, puis voilà. voilà, vous notez, vous Et ferez. puis Donc, après, on ouais, lira ouais, ton bouquin le jour où il sortira. j'espère. Donc, toujours dans s'écouter. Après, vous allez vraiment chercher vos ressources. C'est raconter des histoires, en fait. Vous reconnecter à des histoires dans votre vie, des expériences dans votre vie passée, où vous avez réussi à renégocier la relation que vous aviez avec votre problème. Donc des petits moments scintillants, des petits trucs où vous vous dites, ah, il y a peut-être un moment, c'est quand les gens vous disent, j'ai presque toujours, de toute façon, j'ai presque toujours fait ça. Ok, mais presque. Donc ça veut dire que raconte-moi, il y a au moins une fois dans ta vie où ça s'est pas passé comme ça. Donc c'est aller chercher en fait dans des fines traces, on appelle ça les fines traces en pratique narrative, pour aller chercher les ressources en fait sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et les exceptions, en fait, on appelle les exceptions au problème, c'est-à-dire des anecdotes où votre problème n'a pas été là, où il a été moins puissant, et aller réfléchir à qu'est-ce que vous avez mobilisé à ce moment-là et qu'est-ce que vous pouvez réutiliser ou ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc là, on arrive à la fin de s'écouter. On a un beau panorama de finalement tout ce qui pourrait. On a eu le problème qui prend toute la place, qui est vilain. On a envie de lui dire cache-toi, cache-toi, tu pues. Et deuxième étape, on va dire ouais, mais derrière le problème, il y a plein de trucs en fait qui demandent à émerger, qui sont trucs et qui vous reconnectent à vous, à qui vous êtes, à ce qui est important pour vous. Normalement, là, en termes d'énergie, on n'est plus sur le OK. Bon, j'ai des armes malgré tout, et en fait, j'en ai ras-le-bol de subir ce problème-là. Je vais me donner les moyens, en fait, de voir ce que je peux mettre en place, ce que je peux changer pour arriver à faire en sorte que ça se passe mieux. Donc, troisième étape, explorer. Donc, explorer, ben, on va aller chercher, en fait, les solutions, on va aller chercher les options. Ça pourrait être quoi si on faisait les choses différemment? Simplement, avant d'aller sur tout de suite sur qu'est-ce que ça me donne envie de faire, qu'est-ce que je pourrais commencer à imaginer, mettre en place, à quoi je pourrais être, comment si mon problème était plus là, etc., etc. Juste avant ça, il y a une phase qui s'appelle constituer son club de vie. C'est aller chercher, parce qu'on n'est pas tout seul au monde, aller chercher dans son environnement qui peut nous aider. Alors, dans son environnement réel, j'allais dire, hein, ses amis, ses proches, ses collaborateurs, j'en sais rien, ses collègues, son chef, etc. Et ça peut être aussi dans des, je sais pas, des références à des figures emblématiques, n'importe quoi, Gandhi, Mandela, etc. Parce qu'il y a des valeurs et quand je pense à eux, bah, ça peut m'aider pour ancrer des combats, etc. J'ai été voir De Gaulle lire le film, de se dire, ah, putain, mais les mecs, tout seul, il y va, il y croit, alors que tout est contre lui, bah non, il tient et il y arrive. Voilà, des références en fait où on se dit ok, bah, ça me donne de la force en fait, ça me donne du courage parce que j'y crois. Ça peut être des personnages de BD, de films, de romans, enfin, voilà, peu importe. En tout cas, des gens, quand vous penserez à elles, ça vous redonnera de la force et ça vous aidera. Et puis, bah, donc, dans cette phase explorée, donc, vous n'êtes pas tout seul. Et c'est quoi toutes les options qui peuvent s'offrir à vous? C'est quoi les choses que vous pourriez faire, que vous pourriez continuer à faire? Donc, moi, là, ça m'a ouvert toute la partie. Bah, jusque-là, je faisais du coaching. Bah, en fait, je peux faire des conférences. Bah, en fait, je peux écrire des bouquins. Bah, en fait, je peux faire des ateliers. Bah, en fait, je peux faire des formations. Et tout d'un coup, alors que j'étais dans un truc, oh, mais tu vas plus pouvoir être coach parce que tu n'entends rien. Bah, en fait, il y a plein d'autres trucs qui peuvent émerger et qui sont super excitants et qui sont d'autres voies en fait à emprunter sans renoncer quelque part, sans avoir le sentiment en tout cas de subir, de dire ma merde, je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça, mais je peux faire plein d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment aller chercher encore une fois le positif et la porte de sortie en fait. Et puis, dernière étape, réagir. Bah, c'est l'histoire des premiers petits pas hein, en coaching. Parmi toutes les options qui sont envisagées, donc que vous avez pu imaginer, quelles sont les priorités, quelles sont celles qui vous paraissent réalistes, réalisables, atteignables à peu près rapidement, quel plan d'action concrètement vous pouvez mettre en place pour y arriver, et puis bah, effectivement le premier petit pas que vous allez réaliser. Donc voilà sur la méthode. Et Hmm. juste la dernière chose, en pratique narrative, on fait ce qu'on appelle des documentations. C'est-à-dire que quand à la fin d'une séance, on va, alors soit en live, soit généralement plutôt après, on va renvoyer au coaché. Le coaché il raconte plein de choses, il s'entend pas. Quand il vous parle. Et on prend beaucoup de notes en pratique narrative. Praticien narratif prend énormément de notes pendant la séance pour pouvoir écrire un texte. Alors un texte qui peut prendre la forme d'une affiche, d'une recette de cuisine, peu importe. Souvent quelque chose, d'une métaphore un peu en lien d'ailleurs avec le contenu de la séance ou avec l'image que vous a donné le coaché à ce moment-là quand il parlait de son sujet.
et vous allez lui renvoyer un texte dans lequel vous allez honorer finalement en fait, tout ce le chemin qu'il a parcouru et toutes les valeurs, toutes les aspirations, toutes les exceptions aux problèmes, tout ce qu'il a fait émerger, les pistes de solutions, etc. De toute façon, pouvoir ancrer cette nouvelle dynamique, entre guillemets, dans laquelle il est, pour pouvoir épaissir son histoire et l'aider à aller vers du plus et à garder ancré tous ces éléments. J'ai beaucoup parlé. Je vous laisse Ouais. réagir vite fait si on a quelques minutes encore. Ouais, super intéressant. Merci. Je vois les commentaires là, voilà. Merci. Authentiques, inspirants. Voilà, ça nous amène à nous poser des questions aussi et sur nos pratiques. Ouais, super, super. J'imagine que tu t'en es fait la remarque certainement, ou quelqu'un d'autre t'a fait la remarque, mais en latin, ab, ça veut dire depuis, donc ou ce qui naît de, et donc absurdité, ça signifie ce qui naît de la surdité. Donc je trouve ça très beau en fait. Ok, alors moi j'avais le côté ab coupé, mais ok, super, très bien, je prends. On fait du et. C'est absolument exact des deux côtés. Ouais. Merci. Merci Et, beaucoup, Catherine. Je crois qu'on a eu de est-ce que beaux la cadeaux. méthode, excuse-moi, je te coupe, Paul, est-ce que la méthode est décrite quelque part dans un bouquin ou... Alors, oui, ce que je vous disais au démarrage, le bouquin, je l'ai envoyé à des éditeurs il y a 8 jours. J'ai reçu deux propositions, mais de maisons d'édition à compte d'auteur. Et je suis depuis vendredi, je croise les doigts pour parler avec une grande maison d'édition, pour le coup, vraie, entre guillemets, et connue voilà, connue, et qui me dit qu'ils sont intéressés. Donc, j'ai pas signé, je sais pas je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas ce truc, mais ça va sortir quoi qu'il arrive. Après, c'est long d'expérience, donc voilà, ce sera probablement pas dans les semaines qui viennent, j'en sais rien. Je vous tiens au courant, j'espère que ça sortira. Et pour l'instant, moi, je l'ai appelé oser être soi-même, même entre parenthèses, oser être soi-même en entreprise et oser être soi-même en entreprise. La méthode pour transformer vos fragilités en force de leadership, je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est des trucs un peu marketing, mais je sais pas si c'est le titre que retiendra l'auteur. Donc en tout cas, ce sera quelque chose de ce type-là. Et oui, oui, il y a. Alors du coup, dans le deuxième bouquin, en tout cas dans la version actuelle, je sais pas encore une fois ce que l'éditeur me fera changer, mais c'est vraiment à la fois le récit de pourquoi cette méthode. La deuxième partie, c'est la méthode avec des illustrations en individuel, en collectif et en organisation, parce qu'en fait, je suis assez convaincue que ça fonctionne aussi au niveau d'une organisation. Et la première partie, c'est la genèse, le pourquoi, et mes convictions sur le monde du travail et comment j'en suis arrivée là. Et Super. effectivement, en annexe, vous avez la méthode détaillée, enfin, avec des types de questions, etc. Donc oui, j'espère pouvoir vous livrer ça prochainement. Oui. Merci Et beaucoup. Ouais, merci. Et vraiment, très, très belle journée. Merci. On commence bien notre journée, en tout cas. Notre semaine aussi. Bon, bah, super, avec Merci. plaisir. Merci Delphine, moi, je veux bien que beaucoup. tu m'envoies la liste ou n'hésitez pas à vous mettre en contact sur LinkedIn ou si tu m'envoies la liste des Ouais. participants, voilà, comme ça je vous tiens au courant pour la suite. Avec Oui, bah, bravo. connectez-vous Merci sur beaucoup, LinkedIn Catherine. à Catherine, comme ça, vous la suivrez en direct. je communique Merci. un peu. Salut à tous. Catherine, très Super, bien. merci Merci beaucoup. beaucoup. À Bon bientôt. après-midi. Au revoir. Avec plaisir. C'était